Donc c'est l'hebdo de l'investisseur gaming, le 33, d'accord. On est sur quand Facebook a été déconnecté d'Internet. Donc toujours la même chose, hein. L'idée c'est de vous amener des petits trucs techniques, des petits machins en dehors du gaming, un peu de la techno de temps en temps, mais voilà, toujours avec un focus gaming, on va le voir. Comme d'habitude, l'avant-propos, hein, donc toujours la même chose, faut pas vous dire que ni Agora France ni Calmia ne vous donnent ces informations pour vous faire acheter ou vendre les sociétés citées, hein. C'est vraiment à but informatif. C'est pour vous donner notre vision sur le marché, sur la stratégie de ces entreprises-là, qui est une vision qui nous regarde nous, qui est une vision purement éducative. Et si vous voulez prendre position sur les marchés financiers, on vous conseille de prendre conseil auprès d'un conseiller agréé par l'AMF ou d'un courtier. On y va, donc vente console semaine 37, analyse quand Facebook a été déconnecté d'Internet. Après, on ira sur Apple, le plus grand gagnant du jeu vidéo, suivi de Netflix, d'accord, qui se lance dans son MEA. Un petit typo, la Chine continue à réglementer le loisir des enfants. C'est un autre sujet. Et après, on fera Parlons Gaming qui sera un peu long et vos questions. Voilà, voilà. Et avec tout ça, on sera au top du top. Normalement. Enfin, c'est pas normalement, c'est sûr. So, let's go. Hop là. Donc vente console, on voit, hein, tout a remonté un peu. Il y a préparation de Noël, il y a des préparations d'autres choses. Il y a des Xbox Collector qui vont bientôt sortir, celles qui sont liées à Halo, ce genre de choses. Donc il y a des stocks un peu en plus, un peu à trouver. On voit qu'on est toujours dans ce que je vous disais, hein, c'est-à-dire Microsoft arrive à talonner Sony avec un peu mieux d'une Xbox série vendue pour une PS5 pour deux PS5 vendues, pardon. Donc c'est toujours intéressant. La Switch est remontée au-dessus des 311 000, c'est toujours quelque chose de bien. Après voilà, on commence à voir sur la Switch les mêmes problèmes que chez les autres. Il faudra voir un peu s'il y a du stock qui est mis de côté en prévision de Noël. Sinon après à Noël, c'est vrai qu'il pourrait y avoir une assez grosse frustration qui pourrait poser des petits problèmes. D'ailleurs, on va le voir, hein. En semaine 37, donc dans un événement qui s'appelle The Grill, hein, qui est un événement où il y a beaucoup de top acteurs du gaming. Phil Spencer, qui est le responsable de la division Xbox de Microsoft, a dit que avec les pénuries de semi-conducteurs qu'il y avait à l'heure actuelle, ce que Microsoft voyait de ses partenaires et tout, il y aurait sûrement toujours des problématiques d'approvisionnement jusqu'à la fin de cette année et tout au long de l'année prochaine. Alors, j'ai regardé plusieurs fois l'extrait. Il n'est pas pessimiste, c'est-à-dire que contrairement à certains qui vous disent oui, jusqu'à la fin de l'année prochaine, ça va y avoir des problématiques d'approvisionnement, il est plutôt Q3, début Q4 dans sa manière de faire. Faut faire attention, il y a plein de choses qui peuvent poser des problématiques. Je vous l'ai déjà dit au début d'année, les températures à Taïwan, ce genre de choses, plein de petits problèmes qui peuvent décaler fortement le marché. Après, encore une fois, il nous a expliqué que Microsoft poussait pour qu'on installe des bases de production aux États-Unis. Donc ça, c'est toujours intéressant. On avait fait, vous l'avez dit plusieurs fois, que les top acteurs de la tech américain étaient de plus en plus et poussaient de plus en plus pour justement qu'on crée des concurrents à TSMC et qu'on les éparpille un peu, c'est-à-dire qu'on ne mette pas la majorité de la production à Taïwan, mais un peu partout. Donc c'est des choses qui sont en train de se faire. Je pense que les Américains vont lancer un grand plan là-dessus. Pour nous, en tant qu'investisseurs, ce que ça montre quand même, c'est que par exemple, si vous avez des équipementiers auto qui sont un peu compliqués, ce genre de choses, il va y avoir encore des fermetures d'usines, à mon avis, minimum jusqu'au Q3 2022. Donc ça veut dire que pour certains équipementiers auto qui avaient déjà des difficultés au S2 avec un nombre des demandes un peu moins fortes, ce genre de choses,
vous pouvez vous dire que effectivement c'est des acteurs qui vont continuer à souffrir et qui peuvent être problématiques à détenir en portefeuille parce que si vous êtes sur des acteurs qui subissent de plein fouet la hausse des coûts, ce genre de choses, donc ça il faut faire très très attention parce que ça va durer et si vous êtes sur des acteurs qui sont un peu en difficulté, on va dire, et qui peuvent avoir des difficultés à monter les prix, ce genre de choses, ça peut être excessivement problématique. Hein. Donc ça, il faut faire attention. On a vu Delphingen qui a beaucoup redescendu, alors que moi je trouve que c'est une très très belle société. Mais effectivement, la croissance, ils sont un peu moins optimistes au S2 et pour 2022 parce que ça pèse, ce genre de choses. Donc il faut faire très très attention. Je pense que là-dessus, c'est des choses qui vraiment peuvent être problématiques. Ça... Attention, attention, toujours le même problème. Donc, analyse quand Facebook a été déconnecté d'Internet. Donc ça, voilà, on va faire une petite analyse. Alors, ça ne sera pas sur l'angle business de Facebook. On va éviter, voilà. Je pense que c'est une société que vous connaissez bien, ce genre de choses. Donc, bon, on va éviter. Mais par contre, moi, ce que je trouve intéressant, c'était l'angle d'analyse de comment fonctionne Internet, ce genre de choses, et de vous expliquer au niveau de la régulation, justement, ce que ça veut dire pour les GAFA, ce genre de choses, aussi bien en bien qu'en mal, hein, attention, parce que je pense que c'est des choses qui sont aussi bien positives que négatives. D'accord ? Donc en fait, il faut savoir que ce lundi, Facebook s'est arrêté. C'est dû à la faute de Facebook, hein, c'est pas un hack. Aujourd'hui, il y a eu un gros piratage de Twitch. Voilà. D'ailleurs, parenthèse, ça serait intéressant, c'est même vital que vous remettiez tous des nouveaux mots de passe sur vos comptes Twitch. Voilà, parce que la plateforme a été piratée ce matin et c'est un piratage assez massif. Ce qui vous montre qu'on peut être filiale d'Amazon et se faire pirater. Parenthèse fermée. C'est pas du tout un piratage, c'est un problème qui vient de chez Facebook. Ce qu'on a vu par contre, c'est que la capacité à répondre au problème a été très lente. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'Internet, c'est un réseau de réseaux, d'accord ? Chaque entité a son propre réseau. Et en fait, la plupart des entreprises, ce qu'elles ont fait, de très grosses boîtes, elles ont créé leur propre réseau dans Internet. Donc en fait, Facebook, c'est un peu ça. Vous avez créé votre propre réseau. Donc leur propre réseau, c'est Instagram, Messenger, WhatsApp. Et vous, en tant qu'utilisateur, vous voyez bien, quand vous voulez vous abonner, vous créez un profil Messenger, ça vous crée une page Facebook. Après, vous pouvez facilement avoir un truc sur Instagram. Vous pouvez facilement linker ça sur WhatsApp et tout. Donc tout ça, c'est des choses qui sont mises ensemble et du côté utilisateur, ça vous montre quelque chose qui pousse un réseau. Mais du côté de l'entreprise, il y a aussi tout le reste. Tous les outils de Facebook, ils ont été créés plutôt en interne. Et c'est des outils, ils vont utiliser leur propre système de carte à puce pour rentrer dans les bâtiments, en sortir, leur propre système de ceci, de cela. Et en fait, ils créent vraiment tout un écosystème et donc ils créent un réseau dans le réseau. Dans Internet, il y a le réseau Facebook qui mange un peu Internet. C'est un peu ce principe aussi que beaucoup ont sorti. C'est est-ce que vous allez avoir un jour un réseau qui, dans le réseau Internet, va être capable de manger Internet ? Et ça, c'est un peu l'idée. On en parlera et j'en ferai une vidéo dédiée. C'est tout ce que vous avez maintenant au niveau de la Silicon Valley sur ce qu'on appelle le métaverse, avec l'idée que un jour, peut-être, quelqu'un pourrait créer son propre réseau, d'accord, qui serait un métaverse, donc sûrement quelque chose d'assez proche d'un jeu vidéo. Et est-ce que ce métaverse-là absorberait pas absolument tout le réseau d'Internet après, en devenant la porte d'entrée ? Alors que sur Internet, à l'heure actuelle, vous n'avez pas de porte d'entrée. Vous avez une multitude de réseaux, vous vous connectez à peu près là où vous voulez, comme vous voulez. Donc ça, c'est autre chose. On va passer en vitesse. Je ferai une vidéo dédiée là-dessus dans quelques temps. Parce que je trouve que c'est très très intéressant intellectuellement, puis ça me montre comment la valeur évolue, ce genre de choses. Mais du coup, voilà, il faut déjà bien comprendre que chacun a son réseau. Donc vous avez le réseau Orange, le réseau Free, le réseau Total, le réseau Facebook, et l'ensemble, la liaison de tout ça fait Internet. D'accord ? Donc déjà, vous comprenez bien qu'en ayant tout en interne, quand vous avez tout qui est down, ce qui s'est passé chez Facebook, vous avez énormément de problèmes. Déjà, vous ne pouvez pas forcément accéder à vos bureaux, ce genre de choses. Vous avez aussi autre chose, c'est que tous ceux qui gravitent autour de votre réseau, donc qui sont satellites de ce réseau, ils sont impactés. Et là, par exemple, si on prend le gaming, en fait, Facebook Logging, qui est une manière de se connecter facilement en utilisant ses identifiants Facebook,
et ben ça a mis down, enfin ça a mis en très grande difficulté FIFA Mobile ou Pokémon Go, d'accord? Donc déjà ça vous montre un peu que ces grands acteurs, ils ont toujours une aura autour d'eux et cette aura peut subir leur panne de manière assez considérable. Et c'est intéressant sur l'aspect de régulation, après on va voir pourquoi c'est intéressant. Donc on va continuer un peu, hop là, on continue. Donc en fait la panne de Facebook, elle est un peu complexe. Pour le moment, d'après ce qu'ils nous ont expliqué, c'est une mise à jour à un moment sur un de leurs routeurs qui a créé un problème, et ce problème c'est, entre guillemets, déplacé partout. Ce qui semble être le problème, c'est ce qu'on appelle du BGP, d'accord? Donc en fait, grossièrement, c'est quoi le BGP? Grossièrement, le BGP, c'est un peu une tour de contrôle d'Internet, et en fait, vous avez deux grands systèmes très importants sur Internet, d'accord? C'est quoi ces deux systèmes très importants sur Internet? C'est... Hop, on va se mettre comme ça. C'est BGP et DNS. Donc en fait, BGP, vous l'utilisez pourquoi? BGP, vous l'utilisez entre guillemets pour savoir où est-ce qu'il faut aller. C'est-à-dire, quelle est la route que vous allez emprunter? C'est un peu le GPS d'Internet. Et DNS, vous l'utilisez pour savoir où est-ce que vous allez aller. Donc le nom de l'endroit où vous allez aller. Donc par exemple, si vous voulez aller à l'hôtel des Flots Bleus à Hyères-les-Palmiers, ou tous ces trucs-là. D'accord? Donc c'est deux fonctions clés, BGP d'un côté et DNS de l'autre. On va éviter les choses un peu trop complexes. D'accord? Donc on va continuer. Et entre guillemets, DNS et BGP, c'est des choses qui sont gérées par une multitude d'acteurs. D'accord? Aussi bien des acteurs privés que des acteurs publics, que des acteurs semi-publics. Enfin, il y en a énormément. Vous pouvez pas dire, vous pouvez pas dire BGP c'est géré par les Américains, machin, un truc. Non, c'est pas du tout comme ça. C'est géré par une multitude d'acteurs. Là, vous voyez sur le graphique, d'accord? Vous voyez les différents réseaux et les liaisons. Alors, je ne vais pas vous la faire en détail, je vous l'ai mis parce que je trouvais que c'était intéressant. Voilà, mais on va pas faire l'aspect trop technique non plus pour pas perdre trop d'utilisateurs et pour pas que ce soit trop long, parce que sinon ce serait vraiment très long si on faisait l'aspect technique. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'un peu BGP, c'est quelque chose, vous avez une multitude d'acteurs qui font la carte d'internet, qui discutent entre eux pour savoir quel est le moyen d'aller d'un point A à un point B le plus rapidement sur internet. Et en fait, c'est un peu un GPS. C'est-à-dire que sauf que le GPS, vous en utilisez généralement un. Imaginons vous utilisiez TomTom, vous utilisiez le service de TomTom, puis c'était tout. C'était TomTom qui gérait le service entièrement. Là, en fait, BGP, c'est un peu votre GPS, sauf que il est géré par une multitude d'acteurs différents qui s'envoient des informations entre eux pour dire tel site, il est là, tel machin, il est là. Et chaque acteur discute ensemble. Et on va voir pourquoi est-ce que c'est une très bonne chose et aussi une très mauvaise chose. C'est qu'en fait, quand on a commencé avec les GPS dans les années 2000, 2010 et tout, ce qui se passait des fois, c'était que des gens suivaient scrupuleusement leur GPS leur indiquait d'aller dans la mer, ils allaient dans la mer. Avec BGP, c'est un peu la même chose. Comme BGP vous donne la route, et que vous, en tant qu'utilisateur pour Internet, vous ne le voyez pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impact pour vous. On ne vous demande pas quelle route vous voulez utiliser. On vous dit tu vas utiliser cette route pour aller le plus rapidement au site de Boursorama, Zone Bourse, machin, enfin ce que tu veux. Et donc tu utilises le BGP. D'accord? Le problème, c'est que si ce BGP il est mauvais, en fait tu atterris nulle part. Ou alors sur autre chose que ce que tu voulais. D'accord? Donc ça, déjà, c'est un énorme problème. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec Facebook. Pardon. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces systèmes de BGP, comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire appel à des entreprises, il y en a une multitude, ce genre de choses. Facebook, comme c'est un grand réseau, donc un réseau dans un réseau, comme je vous l'ai dit un peu avant, d'accord? Je vous l'ai dit, vous êtes dans un réseau, ok? Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que Facebook a décidé de développer son propre BGP. Parce qu'en fait, quand vous avez un réseau qui est tellement grand, en fait, vous avez intérêt à vous-même faire la tour de contrôle dans votre propre réseau pour dire, il faut plutôt aller là, et tout ça. Et donc, si vous voulez, c'est quelque chose qu'ils ont fait ces dernières années. Ils ont incorporé une brique en plus d'Internet,
d'accord, leur système de BGP pour communiquer en interne entre leurs data centers, ce genre de choses, et pour optimiser. Et vous voyez bien avec l'image, d'accord, c'est la figure 5 qui est issue d'un papier de recherche du BGP. Donc vous voyez, vous avez le nombre de routes, d'accord, et vous avez le temps. Et vous voyez bien que c'est plus rapide avec le BGP de Facebook qu'avec Waga ou Bird, d'accord. Vous voyez que le temps, si sur les premières routes c'est négligeable, sur les routes qui suivent, c'est quand même une sacrée amélioration, d'accord. Donc en fait, Facebook a fait tout ce travail-là pour s'optimiser. Mais du coup, c'est ce que je vous raconte souvent, plus vous devenez gros, plus vous vous optimisez, plus vous allez créer des choses en interne, plus du coup, dès qu'il y a un petit grain de sable dans la machine, ça peut tout de suite exploser. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est un peu ça. D'accord? C'est-à-dire que le DNS vous dit votre destination, le BGP vous dit comment y arriver, d'accord? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Facebook avait ses propres BGP, et en fait, ils ont fait une mise à jour dessus, et la mise à jour amenait les gens là où il fallait pas. Le chemin était plus bon. Ils se sont plantés sur la carte. Sauf que, en fait, ce qui se passe, c'est comme les BGP communiquent entre eux. Si Facebook se plante en interne, et que ça reste sur les BGP de Facebook, quand vous utilisez le BGP de Facebook, vous allez nulle part. Mais quand vous utilisez le BGP d'Orange, il vous dit toujours bien où est Facebook, et vous y arrivez. Le problème, c'est que les BGP, pour cartographier Internet, qu'est-ce qu'ils font? Ils discutent entre eux. Et ils ont, alors pour éviter des problèmes, ils ont des systèmes de ranking pour faire attention que n'importe qui puisse pas dire n'importe quoi. Voilà. C'est pour éviter qu'il y ait certains pays qui s'amusent à faire n'importe quoi. Et là, on le voit. Vous voyez, c'est le BGP update de Facebook. Vous voyez qu'à 15h30, un peu au-delà, vers 15h35, vous avez énormément d'updates des routes pour aller vers Facebook. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que juste avant, Facebook a update ses routes sur son propre BGP. Comme les autres ont dit, c'est le BGP de Facebook. Donc, faut le croire, ils ont tous update leur route. Et en fait, en updatant tous leurs routes, c'est-à-dire en disant pour aller chez Facebook, il faut passer par ce chemin-là, et ben, ils sont tous tombés dans le vide. Et vous voyez, à partir de 15h44, il n'y a plus de trafic chez Facebook. Ils se sont auto-déconnectés d'Internet. Et ça vous montre vraiment la puissance du réseau et la complexité du réseau. C'est-à-dire que BGP permet à Facebook de faire des optimisations. Alors, c'est surtout intéressant parce que vous, en tant qu'utilisateur, vous ne le verrez pas. Mais par exemple, c'est intéressant sur les services professionnels et c'est intéressant sur Oculus. Parce que sur Oculus, en fait, la latence que vous pouvez avoir dans l'affichage des choses, elle peut faire beaucoup de mal. Donc vous avez besoin que la donnée, elle arrive le plus vite possible. Et du coup, vous vous rendez bien compte que tous ces acteurs-là, Netflix, Facebook et tout, ils se battent à la milliseconde. Parce qu'en fait, si vous avez juste une page, on va dire, comme Zone Bourse, où vous voulez juste voir des news, que ça mette 1 seconde à charger, 1 seconde et demie, ou 1 milliardième de seconde, ça va pas changer grand chose pour vous en tant qu'utilisateur. Ce qui va compter, c'est le nombre de news qu'il y a sur la page par rapport aux sociétés de bourse, ce genre de choses. Mais entre guillemets, le reste, ça va être quelque chose qui va être négligeable, on va dire. Et pourquoi ça va être négligeable? Parce que ça a peu d'impact. Par contre, si vous êtes sur du foot en streaming ou ce genre de choses, si vous n'avez pas un flux et si vous n'avez pas une route qui est optimale tout le temps, bon, en fait, il y a des moments, votre qualité d'image, elle va pas être bonne, ce genre de choses. Et donc, vous vous rendez bien compte qu'il faut, aller sur quelque chose d'optimisé. Et vous voyez bien, du coup, le problème de cette optimisation, c'est que généralement, cette optimisation, vous la faites en interne. Et après, du coup, dès qu'il y a une problématique, ça peut se retourner très violemment contre vous. D'accord? Donc là, je vous ai expliqué un peu en raccourci et en très rapide ce qui s'est passé avec BGP. Si vous voulez, je vous donnerai des articles pour aller voir en détail. Le but n'est pas forcément de faire des ingénieurs d'informatique et de faire des notions très complexes, d'accord? Mais voilà. Mais du coup, ça vous montre un peu ce qui est intéressant et la différence entre DNS et BGP. Là, ce que vous voyez, c'est Cloudflare, c'est les demandes pour
les sites Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram. D'accord? Et vous voyez que le nombre de demandes, il a explosé vers 15h30. D'accord? C'est là où la courbe explose. Il fait x30. Pour quelqu'un comme Facebook, c'est très très important. Parce que ça veut dire que déjà, de base, vous avez un énorme pool de demandes. Et comme là, vous allez avoir une explosion des demandes parce que les gens, ils n'arrivent pas à aller sur le site. Donc en fait, à chaque fois, ils vont retenter. Ils vont dire, bah attendez, j'ai pas réussi à prendre la route, donc je vais aller ailleurs. Donc vous vous rendez bien compte qu'il y a un côté un peu de transmission qu'il peut y avoir. Et ce qui était très bien hier pour l'économie et pour les ingénieurs et pour beaucoup de monde, c'est qu'il n'y a pas eu d'effet de contamination très très fort. Il y a des sites qui ont eu des difficultés, ce genre de choses, parce que des utilisateurs sont venus dessus. Mais si vous voulez, en fait, beaucoup d'acteurs comme Cloudflare et d'autres, qui sont des acteurs qui servent dans le réseau d'Internet et qui font des services qui sont vitaux pour les sites web, ce genre de choses, ils ont pas eu d'explosion en fait. Ils sont pas tombés dû à l'explosion des demandes. Et quand vous avez un site comme Facebook avec une explosion de demandes de x30, vous vous rendez bien compte que le réseau il aurait pu saturer et on aurait pu avoir un système d'effet domino avec tous les acteurs qui finissent par tomber en panne les uns après les autres, et ça arrive. Et des fois, il suffit que ça soit un acteur. Il n'y a pas très longtemps, il y a 1 an et demi, il y a Akamai qui est tombé en rade à cause d'une attaque comme ça, où des centaines de millions d'ordinateurs se sont connectés au même moment et répétés. Et en fait, ça avait fait tomber beaucoup de sites, dont des sites d'Amazon, ce genre de choses. Là, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, le réseau, il a été capable de plutôt bien résister. En dehors de Facebook et de tout son univers qui était complètement inaccessible, parce qu'ils étaient déconnectés d'Internet, tous les autres acteurs, la plupart, ils ont quand même tenu. Donc ça vous montre qu'il y a une amélioration de la qualité du réseau, avec une capacité à tenir les attaques de déni de service, ce genre de choses, qui est quand même un peu meilleure qu'avant. Parce que vraiment, le flux de requêtes, il a été très très important. D'accord? Et là, vous voyez bien, vous les avez la capacité à atteindre Facebook. Donc vous voyez que c'est quasiment 100% des cas tout le temps. Donc en fait, je m'excuse, mais vous ne voyez pas en bas les heures. Mais en fait, vous voyez que 15h45, on passe quasiment à 0 d'un coup sec. Ça remonte très légèrement à 21h15. Après, ça redescend. Et après, ça réatteint d'un coup sec 100% de capacité d'atteinte de Facebook. Donc ça, c'est des choses intéressantes. Ça vous montre quand même qu'une erreur comme ça peut être quelque chose de très important, parce que vous voyez que là, vous avez perdu Facebook pendant 5 heures. Donc ça vous montre aussi les coûts du réseau. C'est-à-dire que c'est bien beau, généralement, on vous parle toujours de être sur Internet, c'est s'optimiser, ça apporte plein de choses. Mais en fait, là, Facebook, vous perdez Facebook pendant 5 heures, on ne peut plus voir des vidéos de chatons, c'est pas grave. Vous appelez un hôpital, vous n'avez plus accès pendant 5 heures à vos machines, c'est pas possible. Donc en fait, toutes ces choses-là, ça vous montre à quel point c'est complexe. Et pourtant, malgré la complexité, il faut faire des investissements colossaux pour s'assurer d'avoir une redondance et sur certains points clés, de pouvoir ne pas tomber dans ces problématiques-là. Et ça, c'est pas si simple. C'est pas si simple, et ça vous montre tout l'intérêt qu'il y a pour des entreprises qui ont des technologies bien particulières, qui vont permettre de vérifier ce genre de choses, de ne pas permettre ce genre de problématiques, qui vont identifier ce genre de problématiques en amont. Et ça, c'est vraiment très très important. Et c'est toute une nouvelle connaissance de l'Internet qui se développe, avec des outils qui généralement sont des outils qui sont à base de machine learning et tout, et qui tournent et qui vont gérer le cloud en temps réel et qui vont faire des tests en temps réel, imaginer les scénarios, ce genre de choses, et qui vont essayer de répondre plus vite que l'humain. Parce que là, vous vous rendez bien compte, l'humain, il ne peut pas répondre. Vous voyez, ça passe en moins de 5 minutes de on est sur Internet à on n'est plus sur Internet. Par contre, la machine, si vous avez une machine qui gère vos BGP et qui dit « mais attendez, on avait 1 milliard de personnes connectées, on a mis à jour notre BGP, sur ça, on est passé à plus de 500 millions de personnes qui sont plus connectées. C'est pas normal, c'est qu'on a fait une problématique. » Et tout de suite dire « il faut revenir en arrière » et prévenir tout le réseau de revenir en arrière. Et ben, ces acteurs-là, par exemple, il y en a qui sont cotés au Nasdaq, ce genre de choses, c'est des choses qui sont très très intéressantes. Et ça vous montre à quel point la puissance de ces acteurs, mais on peut en citer des dizaines et des dizaines. Vous en avez vraiment énormément aux États-Unis qui sont cotés, parce que sur toutes ces petites briques, entre guillemets,
vous avez très peu d'entreprises qui sont intéressées en Europe par ces petites briques. Et généralement, quand vous allez voir un grand compte et que vous lui dites ouais, bon, je vais te permettre de plus avoir des périodes où tu n'es plus en ligne pendant quelques microsecondes ou ce genre de choses, ça les intéresse pas. Par contre, les acteurs comme Google, Facebook et tout ça, pour eux, c'est vitaux. Enfin, c'est vital, pardon. Donc, eux, ils investissent très massivement dans ces technologies-là et ils passent par des partenaires, ce genre de choses. Donc, vous avez Cloudflare, vous avez Akamai, vous en avez vraiment énormément, énormément, énormément. Et c'est des gens qui sont, souvent ils valent plus de 10 milliards et vous en avez jamais entendu parler. Vous avez la cybersécurité du cloud avec Frontier. Enfin, vous en avez vraiment énormément, énormément, énormément. Et il faut bien comprendre que ces gens-là, en fait, c'est pas ils vous vendent du logiciel comme on vous vend Excel et si vous utilisez autre chose que Excel, ça va. Il y a plein de domaines où en fait, c'est quasi des monopoles. C'est-à-dire il y a qu'eux qui savent gérer ce genre de problématiques et si on les déplugue et qu'on n'utilise pas leurs services, on rajoute un niveau de risque qui est considérable. Donc de toute façon, il faut bien vous dire que le coût de maintenir un réseau et de maintenir un site web qui est et un ensemble de réseaux qui est colossal, va monter de plus en plus. Donc forcément, si vous voulez avoir une sécurité en adéquation avec la puissance de ces réseaux, il faut qu'ils soient d'une certaine taille. Donc on va faire un peu après une petite explication du BGP. Donc je vous l'ai expliqué, c'est ce qui vous permet de dire où il faut aller. Donc je vais vous expliquer, je suis encore désolé que ça ne s'affiche pas correctement, je réglerai ça pour la semaine prochaine, c'est vraiment très dérangeant. C'est ce qu'on appelle le hacking de BGP. Donc je vous ai expliqué que la plupart du temps, on essaye de toujours faire attention et que les BGP qui discutent entre eux essayent de toujours voir est-ce que le BGP avec qui ils discutent, il est fiable ou pas fiable. Et s'il n'est pas fiable, ils le laissent de côté. D'accord ? Mais des fois, il arrive que ça ne marche pas. Alors des fois, c'est vraiment des hacks. C'est déjà arrivé en Russie plusieurs fois avec des sites de crypto où on utilisait un hack de BGP et en fait, vous aviez la route vers, par exemple, Binance. Ça n'était pas sur Binance, c'était sur un autre, mais je ne me souviens plus le nom, qui était là. Et en fait, on passait en Russie et on disait la route, elle est là. Et en fait, vous alliez sur un autre site que le site espérait. Et c'était un hack de BGP. Mais c'est assez rare les hacks de BGP. Par contre, il arrive souvent qu'il y ait des erreurs. Et par exemple, en 2008, Pakistan Telecom, donc qui est l'opérateur pakistanais, le gouvernement lui a dit il faut que tu coupes Facebook. Il faut que tu coupes YouTube, pardon. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que là, ils avaient la route YouTube. Et puis, ils ont dit pour tous les utilisateurs pakistanais, la route maintenant c'est là. Et donc, ça ne conduit plus à YouTube, mais ça conduit à Pakistan, un site de Pakistan Telecom. Sauf qu'en fait, comme ils ont mal paramétré leur truc, et ben en fait, tous les autres du monde entier ont cru que la nouvelle route qui était donnée par Pakistan Telecom était la bonne et la véridique. Et donc pendant plus d'une heure, YouTube était inaccessible partout dans le monde. Donc c'est vraiment quelque chose d'important, ça vous montre l'importance aussi de la régulation de ce secteur-là, parce qu'au niveau des pays, vous avez quand même des possibilités de faire énormément de mal, et vous n'avez pas une capacité de dire tout ce que dit Pakistan Telecom, c'est pas intéressant, donc il faut pas le suivre, d'accord ? C'est pas possible d'être comme ça. Donc ça vous demande vraiment énormément d'efforts. Et ça vous montre aussi qu'on n'est pas à l'abri de la guerre numérique et que du coup, tout ce qui est ces services-là, sur des fonctions clés d'Internet, des fonctions clés du réseau, moi je pense que c'est une super thèse d'investissement à 20-30 ans. Parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte de la vulnérabilité de certaines parties d'Internet. Et du coup, il y a des acteurs qui vont aller dans ces secteurs-là et qui vont créer de la valeur, mais énormément de valeur. Parce que même si, peut-être, ils seront utiles qu'une fois tous les 3 ans, pour déjouer une vraie attaque, que le reste, ça sera que des attaques un peu minables, cette fois-là, ils auront sauvé les gens. C'est comme la ceinture de sécurité. Elle n'est pas utile tout le temps, elle n'est pas utile à chaque crash, mais quand vous avez un gros crash, vous êtes content qu'on a inventé l'ABS et la ceinture de sécurité. Là, c'est la même chose. Donc, on va retenir quelques points clés, d'accord ? Donc, des points clés, Internet fonctionne sur la coopération et des standards qui sont faillibles, d'accord ? Donc, ça, c'est quelque chose de clé. Je pense que ça, c'est très, très important de le comprendre, parce que je vois trop souvent des gens dire « Oui, mais Twitter, il y a des gens qui insultent. Oui, mais Facebook, ceci. »
Dès que vous créez quelque chose en ligne qui a de l'importance, vous avez tout, absolument tout, hein. Pas que sur l'aspect technique, mais sur l'aspect social et tout est faillible. Vous créez quelque chose, ça devient faillible. C'est basique. Dès qu'on crée une innovation, elle a un côté faillible. Vous utilisez correctement la radio, mais il y a des gens qui ne l'utilisent pas pour faire des bonnes choses et qui vont faire des émissions pourries sur la radio et qui vont créer des problèmes et qui vont s'en servir pour développer des idées fascistes, ce genre de choses. Chaque innovation apporte son lot de bien et son lot de mal. Et ça, je pense que c'est très très important parce qu'à l'heure actuelle, on voit beaucoup trop d'investisseurs vous expliquer qu'il ne faut pas financer les investissements qui peuvent apporter du mal, il faut faire attention aux entreprises, ce genre. Ça, c'est faux. Parce que dès que vous faites une innovation, il y a du bien, il y a du mal. Point. Voilà. Après, est-ce que l'entreprise fait son maximum pour minimiser les côtés négatifs de son invention? Ça, c'est autre chose et c'est à gérer avec votre partie SR de la société. Et ça vous montre vraiment la puissance. Ça vous montre aussi que les problèmes sont aussi bien internes qu'externes et qui touchent tout le monde. Orange, ils avaient eu le souci sur le numéro d'urgence avec un paramétrage interne qu'ils avaient fait eux-mêmes, qui avait rendu les numéros d'urgence inaccessibles. Bon bah ça, c'est pareil. Tout le monde peut l'avoir. Et l'idée de vous dire, je ne vais pas m'exposer à des dossiers qui peuvent avoir ce genre de failles, ça marche pas. C'est comme si vous me disiez, je vais pas m'exposer aux dossiers qui peuvent avoir des usines qui explosent. Bah, à ce moment-là, ou des usines qui prennent feu. Vous vous exposez à rien, hein, parce que n'importe quelle usine peut prendre feu. C'est basique. Donc moi, je vois des géants qui me disent non, mais je veux pas m'exposer à ça parce que tu comprends, au niveau informatique là, c'est risqué, au niveau ceci. Le risque, ça fait partie de l'investissement. Et vous saurez jamais quand une faille va arriver. La faille, elle est arrivée chez Orange là, chez Facebook là. Demain, elle peut être chez Amazon. Demain, elle peut être chez un autre. La question, c'est la vitesse à laquelle votre entreprise va réparer cette faille. Plus c'est rapide, plus ça montre quand même l'intelligence que vous avez dans l'entreprise et la capacité à répondre. Et là, on peut dire que Facebook, ils ont quand même été assez efficaces parce qu'ils n'avaient plus de capacité de dialoguer en interne, les messageries internes étaient down, ce genre de choses. Donc, vous vous dites que vraiment, c'est compliqué parce que pour tous ceux qui ont vécu en entreprise, si on vous enlevait toute capacité de communiquer en interne, que vous ne pouviez plus sortir et rentrer du bâtiment efficacement, et qu'en plus, vous êtes sur un moment où vous avez une mécanique de pression qui est énorme, et en 5 heures, vous arrivez à rétablir la chose. C'est que quand même, vous faites un travail, parce que moi, j'ai fait un peu de réponse aux incidents comme ça en informatique. Je peux vous dire que 5 heures, ça passe vite. Le temps qu'on identifie le problème, le temps qu'on arrive à discuter avec les autres, qu'on réagisse, qu'on comprenne d'où ça vient et tout. 5 heures, c'est très très rapide. Ça paraît très lent pour ceux qui sont derrière leur ordinateur et tout, parce qu'Internet vous donne l'impression que tout est fait très rapidement. Mais la vérité, c'est que c'est pas si lent que ça. C'est vraiment assez rapide, 5 heures. D'accord ? Donc la seule solution aussi pour limiter ce genre de choses, c'est d'avoir de la redondance et de la sécurité. Donc plus vous avez de la redondance, plus vous avez une sécurité qui est importante, moins vous avez de risque que ce genre de problème arrive, même si de toute façon ils arriveront toujours. Mais l'avantage de la redondance, c'est que ça vous permet de vous dire que vous êtes sécurisé en cas il y a un problème ou ce genre de choses. Et ça c'est intéressant parce que par exemple, si vous prenez OVH, ce qui a posé un problème en partie à OVH quand ils ont perdu leur data center, c'est quoi ? C'est que la redondance, elle était mauvaise. Parce que la majorité des informations qui devaient être protégées dans ces data centers-là et qui devaient avoir ce qu'on appelle une redondance, donc qui devaient exister ailleurs, elles existaient ailleurs, mais dans la même zone de data center. Donc si votre data center complet prend feu, bah vous perdez les données. Or, quand vous faites de la redondance, généralement, vous êtes obligé de faire de la redondance qu'on appelle distanciée. Donc vous vous mettez assez loin du premier point. Pourquoi ? Parce que justement, si vous perdez le premier point, vous avez toujours le deuxième. Donc ça, c'est intéressant. Moi, par exemple, je peux vous dire que quand je lis un peu le papier d'introduction d'OVH, il y a des choses que je trouve un peu légères. Donc je me dis que c'est bien beau de vouloir être Amazon à la place d'Amazon, enfin AWS à la place d'AWS, mais il y a du chemin à faire. Et il y a beaucoup de chemin à faire. Et ça vous montre encore une fois, plus vous voulez être efficace dans ce genre de choses, c'est-à-dire avoir de la redondance, avoir de la sécurité, plus il faut une grosse taille. Si vous êtes un petit acteur qui gère un data center, vous ne pouvez déjà pas avoir de redondance. Et dites-vous bien qu'un data center, c'est des centaines de millions d'investissements. Donc forcément, si vous voulez gérer optimalement les choses et avoir un coût de production qui est limité,
il vous faut quelque chose de colossal. Donc quand les gens, moi j'ai déjà vu des députés me dire il faut découper AWS, Google Cloud et tout ça, je leur souhaite bien du courage parce que alors à ce moment-là, le jour où on va les découper, le prix de l'hébergement et du stockage va exploser parce que les autres acteurs du secteur, ils n'ont pas la capacité d'offrir des tarifs comme AWS et tout, avec l'effet de volume et de gestion du volume de ces acteurs et l'effet sécurité de ces acteurs. Parce qu'au bout d'un moment, si vous voulez pouvoir créer et gérer des centaines de data centers et ce genre de choses efficacement, il faut forcément que vous fassiez des économies d'échelle et que vous ayez une certaine taille. Ou alors sinon, il faudrait avoir un système où beaucoup de petits acteurs discutent ensemble, s'échangent la donnée, donc t'héberges ma donnée, j'héberge la tienne, machin, mais vous vous rendez bien compte de la complexité. À 27 autour de la table, on n'est pas foutu de se mettre d'accord, donc si vous imaginez que vous allez couper un mec comme AWS en 50 petits services et qu'ils vont se rendre les mêmes services que maintenant et que ça va marcher, ça paraît un peu compliqué. Donc ça, c'est intéressant. Ça vous montre que vraiment, le risque que j'entends souvent de on va découper les GAFA, c'est pas comme ça. C'est-à-dire, c'est pas la compagnie des chemins de fer d'il y a 300 ans ou les grandes compagnies pétrolières d'il y a 150 ans. C'est-à-dire ça, vous aviez une compagnie de chemin de fer, vous disiez, ce chemin de fer, il appartient à la compagnie A, celui-là à la compagnie B, tel loco compagnie A, tel loco compagnie B, tel chauffeur de loco compagnie A, tel loco... Voilà. Et après, les compagnies, elles exerçaient chacun sur leur territoire, machin, et vous aviez découpé. Et c'était fini. Donc, entre guillemets, en quelques semaines, vous pouviez découper un monopole. Compagnie pétrolière, c'est la même chose. Tel champ pétrolier appartient à telle compagnie, telle station-service appartient à telle compagnie, et c'était assez simple. Vous découpez. Demain, on veut découper Carrefour. C'est complexe, mais ça reste assez simple. Pourquoi ? Parce qu'on va dire à la centrale de Carrefour, envoie beaucoup de denrées en prévision, et après on va dire, tel Carrefour, ça appartient à telle boîte, tel Carrefour à telle boîte, et on peut découper Carrefour en 4. Il y aura peut-être des petites pénuries sur certains trucs, mais ça va être très simple. Vous vous rendez bien compte que découper un GAFA, c'est pas du tout la même chose. Parce que tout est imbriqué et vous n'avez pas la capacité d'extraire chaque brique et de dire elle peut être vue de manière indépendante des autres. Non. Parce qu'en fait, l'avantage de ces GAFA, là où ils ont créé leur valeur, c'est en faisant des Legos les uns avec les autres et en créant de la valeur là où les autres n'ont pas réussi à le faire, les Carrefour, les gens comme ça, et en imbriquant leurs Legos. Donc en fait, si vous voulez les faire exploser, il faut enlever brique par brique, en commençant par le dessus du truc, et ça prend un temps infini. Parce que ce que ces acteurs ont construit en 10, 15, 20 ans, vous n'allez pas le désosser en 5, 6 ans. C'est très complexe. Et plus la complexité, les choses sont poussées, plus ça rend les choses complexes. C'est pour ça que la plupart des politiques qui vous disent on va découper les GAFA, déjà vous pouvez savoir que ces gens-là, il ne faut pas voter pour eux parce qu'ils n'ont pas bien compris. Ou alors ils sont mal conseillés. Mais il y a un truc qui va pas. Par contre, on peut réguler, on peut les empêcher d'ajouter des nouvelles briques. Ça, c'est des choses intéressantes. Parce que si vous empêchez ces GAFA d'ajouter des nouvelles briques, déjà, vous diminuez leur capacité, leur espace. Alors après, pour l'investisseur, il y en a plein qui diraient, oui, mais Arthur, si on empêche les GAFA d'ajouter des nouvelles briques, ils font moins de croissance, et du coup, c'est pas intéressant de les avoir. Oui, mais ils vont faire tellement de rentabilité, ils vont acheter tellement d'actions qu'au final, c'est pas sûr qu'on soit perdant. C'est un peu... c'est le principe, quand vous êtes vraiment très très grand, pardon, je fais tout tomber, quand vous êtes vraiment très très grand, en fait, pile vous gagnez, et puis face vous gagnez, quoi. C'est à peu près ça. Donc voilà, donc déjà sur l'aspect réglementation, découper les GAFA, ça me paraît être un travail très très compliqué. Limiter la croissance des GAFA, ça me semble déjà un peu plus... voilà. Réguler les GAFA, je pense que c'est ce qu'il faut faire, mais les découper, à mon avis, ceux qui veulent découper les GAFA, ils sont pas prêts aux problématiques qu'ils vont avoir. Après, autre point intéressant, c'est que du coup, vous avez plein de services alternatifs qui ont profité de la panne de Facebook. Donc Snapchat, ils ont fait leur plus grosse acquisition de clients depuis des années. Twitter, la même chose. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses qui peuvent être intéressantes si vous détenez ces sociétés parce que ça va faire un petit boost de croissance qui peut être assez important. Sur Snapchat, on regarde sur
quelques dizaines de millions d'utilisateurs, donc ça commence à être important sur 300 millions d'utilisateurs. Donc c'est vraiment des choses qui peuvent être très très importantes. Donc ça, c'est des choses il faut bien vérifier, parce qu'à chaque fois qu'il y a un petit bug comme ça, quelque chose, il peut y avoir des opportunités de faire ce qu'on appelle des arbitrages, donc de vendre un petit peu à découvert Facebook pour acheter un petit peu Twitter ou Snapchat. Souvent c'est sur 24 ou 48 heures que vous jouez le coup, donc c'est vraiment un trade. Des fois, après, par contre, ça peut être intéressant, c'était si vous déteniez par exemple du Snapchat ou du Twitter, de vous dire combien va gagner, qu'est-ce que ça représente, ce genre de choses. Et ça, c'est des choses qui peuvent être assez importantes. Donc voilà, pour l'histoire de Facebook, je pense qu'on a fait... voilà, si vous avez des questions plus en détail, ce genre de choses, que vous voulez des articles qui vont plus en détail, on peut en discuter. Après, on va parler d'Apple, le plus grand gagnant du jeu vidéo. Donc, pourquoi est-ce que j'ai fait ce titre-là ? Parce qu'en fait, il y a eu un article du Wall Street Journal sur la partie gaming d'Apple, d'accord, qui dit que ça représentait 8,5 milliards de profit pour l'App Store. D'accord ? Et en fait, en faisant ça, ça fait de Apple le plus grand profiteur, le plus grand gagnant du gaming. Donc ça vous montre aussi que... Pourquoi je vous le montre ? Parce que ça vous montre que même si vous n'êtes pas dans un secteur, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans le secteur du gaming, que vous ne créez pas des jeux, si vous êtes dans l'écosystème et que c'est vous qui avez créé l'écosystème, vous pouvez en profiter de manière colossale. La majorité des revenus de l'App Store, c'est des revenus qui sont liés au gaming. Est-ce que Apple a vraiment fait quelque chose et a vraiment poussé ? Est-ce que vous avez déjà vu Tim Cook ou Steve Jobs parler pendant des heures de gaming ? Non. Ils ont créé l'écosystème, les gens ont eu des besoins, d'autres gens sont venus répondre à ces besoins et ils ont gagné de l'argent là-dessus. Ça vous montre aussi à quel point pour Apple c'est important et à quel point toute régulation sur ce que touchent les producteurs, les développeurs sur l'App Store pourrait avoir quelque chose d'important. Parce que vous vous dites que si par exemple, là où avant il y avait des cuts à 30%, vous allez payer plus que 15%, en fait, vous perdez 4,2 milliards de profit pour Apple. Bon, enfin ça c'est pas tout à fait vrai, vous perdez un peu plus parce que la vérité c'est que vous allez amortir un peu moins ce genre de choses. Mais bon, ça vous montre vraiment, encore une fois, la puissance d'une plateforme. C'est-à-dire, Apple a créé son environnement avec son smartphone. Il a d'abord pensé aux applications. Après, les gens se sont dit, mais les applications, ça peut devenir des jeux. Et maintenant, c'est lui qui est le plus grand gagnant de l'univers du gaming mobile et même du gaming en général. Voilà. En niveau des profits, en niveau du chiffre d'affaires, peut-être que Tencent va les débouler dans pas trop longtemps. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Mais voilà. Après, on continue avec Netflix. Ça, je vous l'ai dit. C'est Netflix qui se lance dans son MEA. Donc on en avait parlé en vous disant que Netflix, c'était des gens qui avaient plutôt pris l'initiative de faire comme Facebook, c'est-à-dire de s'orienter vers le mobile. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont racheté Night School Studio, donc un studio qui fait Oxenfree, After Party, donc des jeux très narratifs, mais qui fait aussi un jeu mobile basé sur la série Mr. Robot qui avait très bien marché, qui avait eu un bon succès, sans être colossal non plus, mais qui avait eu un bon succès. Et du coup, ça c'est très très intéressant parce que ça vous montre que même s'ils y sont allés par la porte du mobile gaming, par la porte de petits jeux, sans avoir la volonté d'arriver sur le monde du gaming et de vous dire on va mettre des centaines de millions, on va acheter CD Projekt Red, faire un super open world avec 1 milliard de budget sur telle licence et tout. Il y a quand même vraiment des investissements, il y a quand même vraiment une vision chez Netflix. Et le fait qu'il se lance encore un acteur de plus dans le MEA, ça vous montre vraiment la puissance du secteur du gaming et la concurrence que vous avez. C'est-à-dire que vous avez Microsoft, vous avez Sony qui en fait de plus en plus, vous avez les acteurs du marché, donc déjà tous les EA, ce genre de choses, vous avez Netflix maintenant, vous avez Tencent. C'est quand même un secteur où vous avez une émergence d'acteurs qui cherchent à acquérir des gens qui sont colossales. Et même si à l'heure actuelle, les valorisations, elles ont un peu diminué depuis le début de l'année, je pense qu'il faut faire très attention parce que je pense qu'à mon avis, il y a plein de gens qui cherchent à détenir des choses et certains studios qui sont pas chers, qui ont eu des cours de bourse qui ont été bien
bien attaqué ou ce genre de choses, à mon avis, il se pourrait qu'il y ait des opéras un peu agressives et ce genre de choses qui se passent et que ça soit un secteur où on ait une dynamique de marché et de communication et d'histoire qui sont importantes sur 2022 et même sur la fin 2021 à mon avis. Après avoir eu un Q3, enfin un Q2 surtout assez calme, après un Q1 qui était vraiment important, je pense que Q3 on a eu un peu plus de choses. Q4 à mon avis on va encore avoir pas mal de trucs, mais comme vous avez Noël, vous avez la partie de Noël où c'est assez... Enfin généralement les banquiers d'affaires et tout ils arrêtent et on relance les deals au Q1. Mais par contre je pense que Q1, Q2 2022, oui c'est ça, 2022 on va avoir énormément de deals dans le secteur. Oui, pour moi, Tencent va continuer, Embracer aussi. C'est des gens qui structurellement sont présents dans l'univers et à mon avis, il y a beaucoup d'acteurs qui vont continuer. Donc là, voilà, hein, je vous ai mis un peu ce que Netflix nous dit sur son deal. Vous l'avez dans le communiqué de Netflix. Donc encore une fois, hein, le but, c'est vraiment pour Netflix d'aller créer de la valeur sur des licences et d'aller justement faire ce principe que je vous raconte souvent d'horizontalisation, c'est-à-dire quand on sort une licence, un film, on sort un jeu vidéo avec, ce genre de choses, et du coup ça a plus de puissance. Et vous pouvez avoir des choses qui sont très très puissantes parce que si vous regardez maintenant, à l'heure actuelle, vous avez un drama coréen qui fait un carton sur Netflix, hein, vraiment un carton, et vous regardez un peu la puissance de la chose, c'est considérable. Si vous allez sur les listes des vêtements les plus vendus sur Amazon, le numéro 1 sur Amazon France, Amazon Angleterre et Amazon Amérique, c'est le costume de cette série. C'est vous dire la puissance du truc. Ils ont créé un environnement avec cette série, ça a tellement marché à l'international et tout, que le costume du mec de cette série, il est top 1 des ventes sur Amazon. Mais c'est fou, parce que quand Disney sortait un film il y a 15 ou 20 ans, jamais de la vie, le meilleur vente des vêtements chez Carrefour ou chez Galeries Lafayette, c'était un costume d'une princesse Disney. Jamais. Et maintenant, vous vous dites que quand Disney sort un film ou ce genre de choses, avec le digital, l'accès aux choses, la capacité de faire des costumes sur demande et d'en faire juste pour les 6 mois où la série va buzzer, puis après on arrête d'en faire ce genre de choses, vous avez la capacité de vous dire que sur votre licence, vous allez peut-être vendre, je sais pas, 500 000 costumes de princesse. C'est ahurissant. C'est vraiment... la monétisation des choses, elle a vraiment évolué de manière considérable. Vraiment de manière très très considérable. Et je pense que beaucoup d'acteurs sous-estiment vraiment cette capacité de monétisation et tout ce que peut créer en plus Netflix là-dedans. Et dites-vous qu'en fait, quand vous avez une plateforme comme ça, c'est pas votre problématique, c'est pas de créer de la croissance, c'est qu'est-ce que vous allez prioriser pour faire de la croissance. D'accord ? Parce qu'imaginons demain, Netflix, c'est une plateforme qui joue sur, enfin, on n'a pas besoin d'imaginer, c'est une plateforme qui est plutôt PC, d'accord ? Vous regardez la Ligue 1 sur Netflix. On va imaginer, on enlève Amazon et tout, on regarde la Ligue 1. Vous pourriez avoir du pari en direct. Parce que la plateforme est digitalisée, elle a la capacité de pousser ça. Et on pourrait vous dire quel va être le prochain but, quel va être le prochain joueur à prendre un carton jaune, en temps réel. Et en temps réel, vous pourriez parier sur ce genre de choses, et vous voyez que du coup que la dynamique, elle est totalement autre. La manière pour une marque de communiquer, par exemple, des marques pourraient vous donner des points pour parier, en vous disant, si vous gagnez, on vous offre un menu chez McDo, ce genre de choses. Et vous voyez la capacité de créer un nouveau marketing, des nouvelles choses sur ces plateformes, elle est colossale. Et on effleure juste le début de la valeur. Parce que quand vous regardez, je vais prendre un exemple assez simple. On vous demande on prend un match, hein, au hasard, OL contre Paris Saint-Germain. Vous êtes sur Netflix. Le jeu vous dit, Netflix vous dit, McDonald's vous donne un crédit qui vous permet de parier. Si vous réussissez, vous obtenez un menu Maxi Best of gratuit. Voilà. Et ils vous disent quel est le prochain joueur qui va marquer. Si vous voulez la puissance de communication pour McDo, d'avoir un pop-up en direct dans le match, ce genre de choses, et de vous permettre ce genre de choses,
elle est bien plus importante que de mettre juste une publicité sur le truc du stade ou de mettre une publicité à la pub à l'époque sur Canal pendant que les joueurs étaient au vestiaire. Vous voyez bien que la valeur, c'est pas du tout la même. L'engagement de l'utilisateur, c'est pas du tout le même. Et donc, du coup, la valeur de cette publicité est pas la même. Donc, quand vous avez une plateforme, votre problématique, c'est pas vraiment de la monétiser, c'est de savoir qu'est-ce que vous allez monétiser et de savoir qu'est-ce que le régulateur va autoriser que vous monétisiez aussi. Parce que c'est sûr que si vous faites comme ça, il y a plus de gens qui vont être accros au jeu. Parce que ça va avoir un côté dynamique, ce genre de choses. Ça va pas vous demander de passer par une autre application. Donc il y a énormément de choses. Mais par exemple, tout ce qui est le fantasy sport, ce genre de choses, c'est des super modèles de monétisation pour Facebook, pour Instagram, en faisant des concours avec ses amis, des petites ligues. Voilà. Vous avez énormément de modèles de monétisation. Et je pense que la plupart des acteurs du secteur qui vous disent Facebook, ceci, Facebook ça coûte cher, ce genre de choses, ils n'ont pas conscience de la capacité qu'il y a de monétiser derrière et le nombre de choses qu'il y a à monétiser et la capacité que vous avez à créer de la valeur dessus. On va passer à la suite avec 2 records battus dans le gaming mobile. Donc on en parle beaucoup en ce moment du gaming mobile. Vous avez Honor of Kings, donc un jeu qui est souvent, on en discute souvent parce que c'est là où la Chine met beaucoup de limitations, d'accord, qui est un MOBA, donc c'est un jeu où vous jouez entre guillemets des personnages en équipe. Vous devez aller détruire le camp ennemi et puis eux ils font pareil. Voilà. C'est un peu comme League of Legends, ce genre de choses. Mais ils viennent de passer 10 milliards de chiffre d'affaires depuis la création du jeu en Chine. C'est la première fois pour un jeu mobile que ça le fait. 10 milliards de chiffre d'affaires, rendez-vous compte, c'est quand même considérable. Hein. C'est sur un seul jeu. Hein. Et Genshin Impact, qui est un jeu dont on avait parlé, la première année d'exploitation et qui est un jeu qui est avant tout mobile, quand même un peu moins console, mais avant tout mobile, quasiment à 60%. Première année d'exploitation, 2 milliards de revenus d'exploitation. C'est considérable. Qui crée un jeu ? Enfin, rarement vous avez une licence dans l'univers du film qui s'est lancée et qui a fait 2 milliards de revenus sa première année. Ça n'a quasiment pas existé. Ce qui fait 2 milliards de revenus, c'est des vieilles licences comme Star Wars, comme James Bond, ce genre de choses. Mais rarement le cinéma était capable de créer une licence qui, à sa sortie, fait 2 milliards de revenus. Ça n'a quasiment pas existé. Si vous voulez, une licence qui a été créée de rien, c'est une licence comme Avatar et ils n'ont pas fait 2 milliards de revenus la première année. Ils ont fait 1 milliard et des poussières. C'est vous dire la puissance du jeu vidéo et la puissance du jeu vidéo mobile. Le nombre de gens à qui vous adressez fait que si vous réussissez à vous adresser à ces gens-là correctement et qui sont captifs de votre jeu, vous créez une valeur considérable. Vraiment très très importante. Après, on va continuer un peu sur la Chine qui continue à réglementer les loisirs des enfants. D'accord ? Donc maintenant, en Chine, si vous voulez faire approuver votre jeu, il faut qu'il soit plus propre. Donc par exemple, tout ce qui est les personnages masculins et féminins, c'est fini, hein, faut plus. Voilà. Tout ce qui est trop LGBT, ce genre de choses, faut plus en entendre parler. Ça fait pas partie de ce que la Chine veut. Donc toutes ces choses-là, c'est des choses vraiment qui ont été... le régulateur a demandé à ce qu'on l'enlève. Donc voilà, il va falloir s'adapter. Ça va peut-être... Ça va être plus facile pour des acteurs comme Tencent de s'adapter que pour des acteurs comme Activision ou comme Blizzard de s'adapter. Parce que l'avantage de Tencent, c'est que c'est chinois, donc ils vont s'adapter à ça. Et comme ils sont assez peu présents à l'international, sauf avec des sociétés qu'ils ont rachetées, mais par leur marque en tant que telle, Tencent n'est pas présent à travers Timi à l'international de manière très très importante. Même si ça fait scandale, les gens vont pas forcément aller râler au pied de Tencent et dire on va pas jouer au jeu. Alors que c'est vrai que par contre pour Activision qui a par exemple Overwatch en Chine, c'est plus problématique parce que répondre aux exigences de Pékin pourrait faire que des joueurs européens ou américains diraient bah, je veux plus jouer à ça parce que voilà. Non mignon. Allez, on continue. Et donc en fait tout ça c'est dans un but bien précis. Quel est le but ? C'est de répondre au plan des 9 ans de la Chine, plan d'éducation des jeunes de 9 ans en Chine. Donc il y a 12 ans en gros pour faire votre parcours de la crèche jusqu'au lycée, hein, d'accord ?
Donc ça, c'est le plan initial en Chine. Et ils ont lancé un nouveau plan qui est le plan des 9 ans. Et pourquoi ? C'est pour faire en sorte que là où ils avaient réussi à combattre l'illettrisme, à amener l'éducation dans toutes les grandes villes, maintenant ils veulent vraiment l'amener dans les campagnes, ce genre de choses. Et c'est vrai que dans les campagnes, le jeu vidéo s'est beaucoup développé, ce genre de choses. Il y a eu beaucoup d'évolutions. Donc ils sont obligés d'un peu mettre des limites. Après, ils ont aussi autre chose, c'est que dans les villes, s'est développé un nouveau phénomène que vous voyez beaucoup en Corée, au Japon, et dont on commence à parler chez nous en Europe, et ça fait quand même très longtemps que ça existe en Corée et au Japon, c'est ce qu'on appelle les NEET. Donc ce sont des jeunes qui sont ni étudiants, ni employés, ni en formation. Donc ça, vous en avez vraiment beaucoup en Corée et au Japon. C'est des gens qui souvent sont des gros joueurs. Et donc il y a une volonté aussi de combattre cette addiction aux jeux vidéo et il y a tout un plan. Et ça vous montre bien, comme on vous le montrait dans la conférence sur la Chine, et je vous encourage à aller la revoir si vous ne l'avez pas vue, c'est vraiment la vision du Parti communiste chinois de créer vraiment le chemin pour que ces enfants ils deviennent le plus uniforme possible et qu'ils soient tous éduqués, qu'ils soient tous capables de travailler et qu'on n'en perde pas, qu'on ne perde pas des brebis qui vont s'égarer à jouer 15 heures par jour, ou qu'on ne perde pas des gens, voilà. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui va toucher absolument tous les secteurs, parce que beaucoup ont dit c'est les jeux vidéo, mais la vérité c'est que ça touche tout le monde. Maintenant, vous voulez faire des lives et poster des vidéos de vous en Chine sur TikTok et vous avez moins de 16 ans, vous n'avez plus le droit. Vous voulez faire un live sur l'équivalent de Twitch en Chine et vous avez moins de 16 ans, vous n'avez plus le droit. Vous voulez faire ceci et il y a tout un environnement autour du digital en Chine où ils créent vraiment, on va dire, une idée digitale, c'est-à-dire une authentification digitale pour les jeunes qui les limite dans ce qu'ils peuvent faire par rapport à la société. Et vraiment, ils sont allés très très loin. Donc plus accès au X, plus accès à ce genre de choses. Et vraiment, ils créent tout un univers comme ça où ils vont gérer la vie des jeunes gens. Mais ça va très très loin. Et ça touche même le sport, hein. Il y a des fédérations qui ont été mises sur le grill et tout parce qu'il y avait trop de l'esprit de compétition ou ce genre de choses. Donc ça va vraiment très loin. Et c'est toujours la même idée qu'on a développée dans la conférence, c'est de se dire que ce plan, il date d'il y a 4 ans. Donc vous aviez déjà accès à ça et vous expliquez ce que la Chine voulait faire. Et ce plan, il ne vous dit pas que les gens doivent arrêter de jouer. Ce plan, il dit que les gens, ils ne doivent pas trop jouer. Donc la volonté de la Chine, c'est pas de casser le secteur du gaming. Tous ceux qui viennent me voir et qui me disent mais la Chine, ils vont casser le secteur du gaming, casser le secteur de l'éducation et tout. Non, leur volonté, c'est de dire il y a des brebis galeuses qui font trop, il faut que les entreprises fassent en sorte de les recentrer et de ne pas avoir ces brebis galeuses qui abusent entre guillemets du système parce que c'est dangereux pour la cohésion globale des Chinois à très long terme. Et c'est toujours dans une vision où l'effet pays est plus important que la liberté d'une personne. Alors après, on peut en discuter, nous en tant qu'Européens, on ne serait pas d'accord, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Enfin ça, c'est un autre débat. Mais c'est vraiment la fonction intéressante. Et c'est quelque chose qu'il faut suivre. Je pense que pour le jeu vidéo, on est plus ou moins arrivé à la fin, parce qu'il y a vraiment eu beaucoup d'annonces, il y a vraiment eu beaucoup d'efforts de fait de la plupart des régulateurs, enfin du régulateur et des studios chinois de jeux vidéo. Donc je pense qu'on arrive vers la fin. À mon avis, ça va pas tant que ça heurter les mécanismes de financement des studios, parce que quand on regarde les plans, il n'a jamais été mis très en avant, sauf pour une petite partie de la population chinoise, que le jeu vidéo, on dépensait trop et que c'était pas bien de dépenser dans le jeu vidéo. Il a été mis en avant des comportements abusifs, et quand on regarde après ce que dit Tencent sur les 10% de joueurs qui dépensent le plus chez eux, leur part de la dépense totale et tout, c'est pas considérable. Et en plus, le Parti communiste chinois, il n'est pas vraiment sur les 10% qui dépensent le plus dans un jeu, mais il est plutôt sur les 1 ou 2% qui dépensent vraiment de manière inconsidérée. C'est un peu comme si on vous disait, si la Française des Jeux vous disiez l'État français va nous obliger à réguler les joueurs qui dépensent quasiment tout leur salaire dans nos jeux à gratter, ce genre de choses. C'est important, c'est une partie du business, mais c'est pas la majorité du business. Et encore, dans un jeu d'argent,
c'est une plus grosse partie du business, les gros joueurs, que dans le jeu vidéo. Hein. Largement plus. Sachant qu'en plus, dans les jeux d'argent, vous avez une croissance qui est assez faible, parce que le nombre de nouveaux joueurs que vous recrutez est assez faible, alors que dans le jeu vidéo, vous avez une croissance du nombre de joueurs qui est assez forte. Parce que tout le monde maintenant joue aux jeux vidéo, là où avant c'était plutôt que la génération de 15 à 20 ans, maintenant c'est la génération de 15 jusqu'à 40 ans. Et après, ça sera la génération de 15 jusqu'à 80 ans. Donc vous vous rendez bien compte que l'apport, il est assez important. Et qu'en plus, vous avez des acteurs qui avant étaient touchés par cette limite, c'est-à-dire vous aviez les enfants qui sont touchés par des limites qui ne peuvent pas jouer et tout, mais les personnes âgées ne sont pas touchées par ces limites-là. Et ceux qui vont jouer le plus dans les années à venir, c'est les personnes âgées. Parce qu'il y a un côté positif pour eux de jouer au gaming, ça maintient une activité cérébrale, ce genre de choses. Et donc c'est très très bien vu. Et vous commencez à avoir même des médecins qui vous disent que les personnes âgées qui jouent plus de X heures par jour, ils sont plus alertes intellectuellement, ce genre de choses, et ils ont une descente cognitive qui est moins importante que ceux qui font que de regarder la télé. Alors après, c'est toujours la même chose. Si vous avez 70 ans et que vous jouez 15 heures par jour, ça va pas être bien. Mais si vous jouez 2-3 heures, ça peut être tout à fait intéressant. Il faut un certain équilibre. Et ce que la Chine cherche à faire, c'est pousser sa population vers cet équilibre. Donc c'est pas dit que la Chine pousse pas les personnes âgées à jouer aux jeux vidéo, ce genre de choses, surtout qu'ils ont un très très gros problème et qu'ils ont un très gros plan sur des maladies comme Alzheimer, ce genre de choses, et on commence à avoir de plus en plus de jeux qui sont positifs pour combattre Alzheimer, ce genre de choses. Et donc ça, c'est des choses qui pourraient être poussées en Chine dans quelques années. Et je pense que là, on est encore sur la phase du bâton, mais la phase de la carotte pourrait être la prochaine phase, et ça pourrait être très très intéressant pour les producteurs de jeux. On fait du coup Parlons Gaming. Donc Twitch, qui a été, je vous le rappelle, piraté. Donc si vous regardez la vidéo et que vous avez un compte Twitch, je vous encourage s'il vous plaît à mettre à jour votre mot de passe. C'est très très important. D'accord. Ça fait partie de l'hygiène numérique et c'est quelque chose d'assez important à faire. Surtout si vous êtes investisseur en crypto, ce genre de choses, parce que toutes les données qu'on récupère sur un compte peuvent être utilisées pour essayer de vous pirater sur d'autres. Donc faites attention. Mais du coup, Twitch a lancé Boost. Boost, c'est une nouvelle manière de faire plaisir à vos streamers. Ça permet de booster leur chaîne et de la rendre plus visible aux yeux des autres. Et donc de pousser sur le site la chaîne de votre streamer préféré. Donc ça, encore une fois, ça vous montre les nouveaux moyens de monétisation qui sont considérables. Et là où Twitch, à la base, c'était plutôt on donnait des pourboires aux gens. Vous voyez que maintenant, vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça vous donne des choses pour dialoguer. Vous pouvez avoir, par exemple, des moments où, pour parler dans le chat, c'est exclusivement réservé à ceux qui ont un abonnement, ce genre de choses. Donc vous voyez bien que la monétisation de l'univers Twitch est totalement différente de la monétisation de l'univers d'une chaîne télé ou d'une radio ou ce genre de choses. Donc c'est des choses qui sont très très intéressantes parce que c'est de nouvelles manières de créer de la valeur et c'est quand même vachement intéressant. Après on a Capcom qui a annoncé avoir vendu 7,5 millions de copies de Monster Hunter Rise sur Switch. Donc c'est une très bonne chose, ça vous montre aussi que la Switch est capable d'avoir une profondeur de vente assez importante quand on a une bonne licence, qu'on sort un bon jeu, ce genre de choses. Enfin un bon jeu, ça dépend pour qui. Moi je l'ai trouvé un peu court, mais au-delà de ça, il est quand même intéressant. Donc ça vous montre quand même qu'il y a de la moyen d'aller créer de la valeur sur la Switch. Aussi, lors de la communication, ils nous ont annoncé qu'ils voulaient rééquilibrer le mix console-PC en faveur du PC. Donc ils ont un peu plus de jeux console à l'heure actuelle et ils voudraient passer sur un modèle où les jeux PC représentent un peu plus de 50% de leurs ventes. Et voilà. Les ventes physiques de FIFA 22 sont en diminution de 35% par rapport à celles de FIFA 21 qui étaient elles-mêmes en diminution de 42%. Donc ça c'est toujours la même chose, ça vous montre l'importance du digital. C'est-à-dire que maintenant vraiment FIFA qui était précurseur dans les ventes digitales, qui est un jeu qui a toujours été beaucoup vendu en digital, maintenant il se vend avant tout en digital et c'est ce que va devenir la majorité des jeux. Et après la vente en digital, l'étape numéro 3 entre guillemets, c'est de passer au mode par abonnement et au gaming as a service. Et comme vous le savez, je pense que c'est un super moyen pour l'investisseur de gagner énormément d'argent, un peu comme il s'est passé dans la télé ou comme il s'est passé dans la musique. Autre chose, l'e-sport a été reconnu comme un sport professionnel en Thaïlande. Ça, c'est toujours des petites news intéressantes parce que ça vous montre un peu ce qui se passe.
La Thaïlande n'est pas vraiment un pays ultra reconnu en e-sport avec énormément de joueurs, mais une volonté du gouvernement thaïlandais de fournir un espace pour se développer. Il y a des financements, on en a parlé la dernière fois avec une équipe qui levait 35 millions. On avait conseillé de souscrire à l'opération sur Fnatic l'année dernière qui situe aux alentours de 100 millions de livres de valorisation. Donc vraiment, il y a beaucoup de valeur dans ce secteur. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses. Paradox qui annonce qu'il arrête plusieurs projets. Voilà, ils sont toujours en réorganisation à la suite du départ de leur CEO. Ce que je trouve intéressant, c'est que malgré la réorganisation, malgré le fait qu'ils vous disent qu'ils vont arrêter certains projets, se recentrer et tout, le cours de l'action est quand même toujours à peu près au niveau de ce qu'il était en 2020, d'accord, au début 2020, avant la hausse. Alors que c'est vrai que là, ils ont quand même mangé un certain nombre de mauvaises nouvelles. Et ça, j'aime bien un secteur comme ça, parce qu'un secteur qui a fait une grosse hausse, d'accord, qui est monté très haut, qui redescend, où il y a beaucoup de mauvaises nouvelles, mais la descente, elle n'est pas plus faible, c'est juste l'équivalent de ce que vous avez eu dans la hausse. Ça veut dire qu'en fait, c'est un secteur qui a quand même créé beaucoup de valeur et qui a quand même un intérêt. Parce que généralement, un secteur où les news sont vraiment pas bonnes et où en plus il y a eu de la spéculation avant, on passe le point bas d'avant la spéculation et on va taper très en dessous. Et quand vous avez un secteur qui fait pas ça, ça veut dire quand même qu'il y a toujours des acheteurs, même dans les moments difficiles. Et ça, c'est quand même une bonne chose. Vous l'avez vu, par exemple, si vous suivez les valeurs vertes, on l'a vu avec McPhee. McPhee, c'est une société qui a eu beaucoup de difficultés ces derniers mois. Et pourtant, ils sont montés très haut. Ils auraient pu se casser la gueule en dessous de 10 euros, mais ils l'ont pas fait. Ça vous montre quand même que le secteur intéresse et qu'il y a des gens qui sont acheteurs du secteur. Alors après, est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils ont tort? J'en sais rien. Peut-être que dans 6 mois, on dira ils avaient tort, fallait pas acheter. Mais en attendant, le news flow, il a été plutôt négatif pour les entreprises du secteur vert ces 2-3 derniers mois. Et pourtant, la plupart sont quand même plus hautes que ce qu'elles étaient en 2019. Donc ça vous montre vraiment que vous êtes dans un cycle très violent d'investissement. Et que vous avez vraiment un appétit pour ce secteur-là qui est important. Et ça, c'est toujours très intéressant. Après, c'est sûr, il valait mieux vendre au top de ce cycle en fin 2020 et racheter au bottom, au plus bas maintenant. Ou peut-être que le plus bas, c'est dans 2 mois, j'en sais rien. Ça, c'est certain. Mais en tout cas, si vous avez acheté un peu plus au début de la hausse ou ce genre de choses et que maintenant vous êtes en perte, vous pouvez quand même vous dire que voilà, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles qui sont dans le cours et pourtant le cours il n'est pas si bas que ça. Donc il y a quand même quelque chose qui se passe et il y a quand même des choses intéressantes. Il y avait Sony qui acquiert Bluepoint Game, donc ça c'est toujours la même chose dans le MEA, et vous avez Voodoo qui acquiert Beach Bum au niveau mobile. Et ça c'est toujours la même chose, c'est dans l'onglet fusion-acquisition. Et il y a énormément de deals sur le côté mobile en ce moment. C'est vraiment un secteur qui monte beaucoup le mobile. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Ça me montre. C'était un secteur qui s'était un peu calmé en 2019 sur les acquisitions 2020 et qui s'est bien réveillé 2021 et fin 2020. Donc voilà. Si ce que je vous dis, ça vous intéresse, ça vous plaît, n'hésitez pas à souscrire à notre lettre d'investissement New Tech Insider Europe, où on analyse les valeurs comme ça, on essaye de prendre des méga trends, d'identifier ces méga trends de façon intéressante, sans pour autant vous exposer qu'à des technologies ultra méga risquées, ce genre de choses. Le but, c'est vraiment de construire un portefeuille qui a une diversité qui permet de voir à long terme. Donc voilà, vous pouvez cliquer juste en bas, ça vous en coûtera 59 € par an. Si vous avez des questions et plus si affinité, vous pouvez toujours envoyer à la-rédaction-tech@publication-agora.fr. Maintenant, on va passer à vos petites questions. Et juste avant, je ne vais pas oublier de vous dire que si vous voulez revoir nos émissions, pouvoir commenter, pouvoir voir un peu tout ce qu'on poste, ce genre de choses. N'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube, à liker, à partager et à commenter. Ça nous intéresse beaucoup, ça nous permet de créer vraiment du contenu nouveau. Donc la chaîne YouTube, elle est là.
n'hésitez pas à vous abonner. Et pareil sur Twitch, et n'hésitez pas à utiliser le petit bouton violet pour follow la chaîne, pour être mis au courant de quand on fait des lives impromptus ou ce genre de choses. Voilà. Maintenant, on peut passer à vos questions. Alors, hello Arthur, que penses-tu de la hausse des cours du pétrole, du gaz et de l'énergie? Penses-tu qu'il faut être sur ce secteur? Alors, c'est toujours compliqué le secteur énergétique. Il faut bien vous dire quelque chose, dès que vous investissez dans les matières premières, c'est un environnement qui est très... ça monte très haut, ça descend très bas. C'est-à-dire, vous prenez le cours du... bon, on va le faire. Tac. Je vais vous montrer ça. Lumber stock price. Hop là, donc je vais vous montrer. Ah oui, c'est vrai. Donc, hop, fin du diaporama, je vais vous montrer tout de suite. Donc, tac, hop. Hop là. On va aller là, on fait Lumber Stock Price. Normalement, voilà, vous avez sur le Nasdaq. Hop. Hop, on le veut sur un an. Ah, ça rame un peu, excusez-moi. Il s'affiche pas. Bon, on va aller sur Financier Roux. Voilà, là vous avez le prix du bois et vous voyez, il a explosé en mai et il s'est effondré. Et vous êtes quasiment revenu au départ. Et vous voyez que c'est sur 2-3 mois. Donc ça c'est toujours compliqué au niveau des... au niveau du comment ça s'appelle du marché des matières premières, c'est cette capacité qu'a ce marché-là à vraiment monter et descendre d'une manière très violente. Mais vraiment, c'est rarement vu un marché aussi violent que celui des matières premières. Donc je suis bien incapable de vous dire est-ce que le pétrole va monter à 200 pour redescendre à 20 ou voilà, parce que dites-vous quand même qu'il y a un peu moins de 9 mois, c'était la fin du monde, il ne fallait pas détenir du pétrole et qu'il y a un peu plus d'un an, on pouvait même en acheter à prix négatif. Il y a quand même beaucoup de spéculation aussi. Parce que si vous regardez sur les matières premières, par exemple en France, le coût de l'électricité ne devrait pas du tout être ce qu'il est. C'est-à-dire le prix de l'électricité en France, pas du tout ça. Mais en fait, vous avez un short squeeze de certains hedge qui avaient jugé que la crise allait perdurer et que du coup la consommation d'électricité allait diminuer et qui avaient joué des positions à la baisse. Et il y a des acteurs qui se sont mis un peu comme sur Gameloft en phase 2 pour les plomber. Et comme là effectivement il y a un peu de remontée des cours, ça entraîne une mécanique et un mouvement qui fait exploser certaines matières premières. Attention, parce que vous avez quand même des choses qui ont été organisées pour faire redescendre un peu les matières premières. Vous voyez en Chine, le fait de laisser mourir Evergrande et maintenant Fantasia et plein d'autres acteurs de la promotion immobilière, c'est aussi un moyen pour les Chinois de faire un peu descendre la pression sur le marché, sur les marchés de matières premières et de travailler tout ça. Alors après, il y a des acteurs comme Derichebourg, comme ArcelorMittal qui vont gagner beaucoup d'argent cette année et beaucoup d'argent sûrement au début d'année prochaine. Donc la question c'est toujours la même chose, c'est quel est l'argent qu'ils vont gagner, combien vaut le business à long terme. C'est exactement comme quand vous faites le même travail avec Eurobio, Biocinex, ce genre de choses, en vous disant qu'est-ce que le Covid va ramener dans les caisses, quel sera le business après le Covid, en haut de cycle, en bas de cycle, ce genre de choses. Sachant que quand vous êtes sur des matières premières, le bas de cycle, il est vraiment très violent.
et vous pouvez être sur des acteurs qui sont pas du tout rentables. Parce que par exemple, Total, qui est un des meilleurs acteurs sur le bas de cycle du pétrole, parce qu'il suffit d'un pétrole à $30 pour que l'entreprise puisse continuer à verser un dividende et ce genre de choses, ce qui n'est pas le cas de beaucoup, bah, il suffit que le pétrole reste pendant 6 mois à $25 et vous avez $5 de problématiques, et ça peut être assez considérable. Et ça, à l'avance, vous ne savez pas vraiment non plus. Oui, l'acier est toujours au plus haut. Ça dépend. Hein. C'est toujours, il y a des produits qui dépendent. Mais regardez, par exemple, le lumber, ce que je trouve qui est intéressant, c'est que moi, ce qui m'aurait fait plus peur pour les matières premières et pour les prix des matières premières, c'est s'il était descendu de manière violente et qu'il était encore remonté de manière violente derrière. Et là, pour le moment, on se stabilise sur un point qui est légèrement plus haut que ce qu'on avait en 2019, mais qui correspond plus ou moins à ce qu'on avait en 2017, enfin 2016, 2017, enfin 2016, 2015, et qui n'est pas encore à ce qu'on avait il y a très très longtemps. Hein. D'accord. Vous êtes plus ou moins à ce qu'on avait en 2004, ce genre de choses, on est plus ou moins sur les mêmes points, on est un tout petit peu plus haut, mais bon, en comptant l'inflation de long terme, ce genre de choses, c'est à peu près normal. Hop. J'ai bien cherché dans la liste des chaînes Twitch au plus haut revenu et j'ai pas trouvé OTK Agora, autant non. Ah, on gagne pas beaucoup d'argent, on n'est pas là pour faire de l'argent. Non. Ah, on est pas nombreux, pas assez nombreux pour que. Voilà. Est-ce qu'il est trop tôt pour commencer à investir dans le métaverse Facebook, Roblox, Unity Software et tout trop tôt, je sais pas te dire. Il y a sûrement de l'argent à se faire. Après, la question, c'est toujours la même chose. Qui va être gagnant, qui va être perdant? Vous le savez jamais à l'avance. Est-ce que Facebook va être une entreprise qui s'est lancée dans le métaverse avant tout le monde et qui va être capable de manger Internet? Ou peut-être. Est-ce que c'est plutôt Roblox qui va réussir à le faire, ou est-ce que c'est Unity Software qui va juste créer l'environnement software pour le faire, et puis après vous aurez une multitude de métaverses? C'est très très compliqué de le savoir. Je pense que quand vous voulez vraiment vous investir dans un secteur de vraiment très très poussé comme ça, votre seule manière de faire, c'est d'essaimer. C'est-à-dire vous vous dites je veux m'exposer, je suis prêt à prendre 10 valeurs, et vous mettez sur 10 valeurs. En vous disant toujours ayez de quoi acheter des valeurs les années d'après. C'est-à-dire investissez pas tout en 2020. Dites-vous par exemple je suis prêt à prendre 10 valeurs dans mon angle métaverse, et je vais prendre du Facebook, du Roblox, du Unity Software, mais je vais garder 70% de mon cash pour des opportunités à venir. Soit renforcer ces valeurs-là si je trouve qu'elles sont redescendues trop fort, soit prendre d'autres acteurs qui, je pense, ont plus de chances de réussir ou ce genre de choses. Après, je pourrais pas te dire, ceux qui te disent maintenant qu'ils avaient compris que Amazon allait devenir Amazon en 1998, ou que Google allait battre Yahoo dans les années 2005, la plupart, c'est du pipeau, quoi. C'est du pipeau. Par contre, si à l'époque tu t'étais dit les moteurs de recherche c'est quelque chose de très très important, à l'époque de Yahoo, il y avait, je l'avais calculé la dernière fois parce que j'avais un cours là-dessus, donc j'avais donné un talk là-dessus. Je crois que de mémoire, il y avait, si vous preniez l'Asie, l'Europe et les États-Unis, en bois de côté, il y avait 7 acteurs de la recherche. Si vous dites la recherche est quelque chose qui va être considérable. La première chose qu'on fait sur Internet, c'est faire une recherche. Donc forcément, ces gens-là, ils vont créer beaucoup d'argent à long terme parce que l'utilisation d'Internet monte. Tu prenais ces 7 boîtes-là, t'investissais dans les 7 dedans. Si t'avais, mettons, 5000 euros, tu divisais 5000 euros par 7, t'investissais dans ces 7 boîtes-là. Et même si les 6 autres, elles ont pris et elles t'ont rien apporté, Google t'a rapporté largement plus que ce que t'avais mis. Et t'es tranquille pendant très longtemps. Après, est-ce que tu avais moyen de savoir sur les 7 que c'était Google qui allait l'emporter? Je pense que non. Et je pense que ceux qui te font croire qu'ils savent pas en fait. Ils ont juste eu de la chance ou ce genre de choses. Donc quand on est vraiment sur des technos vraiment de rupture comme ça, il faut pas hésiter à pas mettre beaucoup, à essaimer beaucoup et à se dire c'est pas grave s'il y en a qui ratent. L'important c'est que celui qui réussit, il réussisse. D'accord? Et il faut pas s'imaginer bien meilleur que les autres. Ça, je l'ai vu pendant longtemps. Ça, je me souviens encore, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps parce que j'étais à Paris avec un venture capitaliste, et j'étais avec on mangeait au resto, et j'étais avec un groupe de venture, dont des mecs qui investissaient avec Xavier Niel, tu vois, et eux ils me disaient ouais, essaimer, c'est la seule manière de savoir là où on va investir. Franchement, quand on investit dans la crypto par exemple, on sait pas vraiment quelle est la boîte qui va réussir, on se dit tous qu'il faut un bon management, ce genre de choses, mais une fois qu'on a fait ça, est-ce que c'est plutôt le management A ou B qui va réussir? On n'en sait rien, donc on met dans les deux.
Et on était avec un autre VC américain, et les Américains, ils sont dans un nouveau concept, et ils disaient non, mais il faut centraliser votre valeur là où vous avez plus de chances de réussir. Et on se regardait, on disait non, mais on sait pas, on a le plus de chances de réussir. Ben voilà, c'est toujours un peu ce truc-là. C'est-à-dire, dès que vous vous dites que vous voulez centraliser votre valeur parce que vous pensez être meilleur que le marché, meilleur que les autres, vous avez de fortes chances de vous faire niquer. Ou alors c'est que vous avez eu de la chance. Mais c'est comme jouer au loto, quoi. Hein. C'est forcément, si je vous prends 100 000 mecs qui ont investi à l'époque en disant que les moteurs de recherche c'était l'avenir, et je vais forcément trouver 5 ou 10 mecs qui ont fait all-in sur Google en disant que c'était l'avenir. Et ces mecs-là, je vais vous les monter en épingle et ils vont dire ouais, on est 14, on savait et tout. La vérité, c'est qu'ils savaient rien du tout, qu'ils ont eu de la luck. Et par contre, les 99 995 autres, je vais pas vous en parler. Et la plupart, ils auront tout perdu. Et ils n'auront même pas mis du Facebook, du Google dedans parce qu'ils pensaient que winner takes all, donc le winner à l'époque c'était Yahoo, donc Yahoo allait rester le gagnant et tout. Et au final, Yahoo il est devenu perdant. Vous voyez, c'est jamais simple. C'est jamais simple. Donc il faut faire toujours très attention à ce qu'on fait. Et il ne faut pas hésiter à être très diversifié, même si je sais que beaucoup de gens vous racontent que la diversité, ça détruit la performance à long terme, ça machin, ça truc. Moi, je suis pas d'accord. Je pense que la diversité, ça vous offre une sérénité intellectuelle, quelque chose qui vous permet d'avoir de la performance sur énormément de temps. C'est-à-dire sur 20, 30, 40 ans. Donc c'est sûr, si vous voulez vous diversifier et que vous avez 85 ans, je vous dirais, bon, sauf si c'est pour donner à vos petits-enfants ou ce genre de choses, mais sinon, voilà. Alors après, qu'est-ce qu'il y a? Donc ça, j'ai répondu pour Metaverse. Après, le Brent est très différent des autres MP aujourd'hui. C'est pas le niveau d'avant Covid. Oui, mais même les autres matières premières, t'as la même spéculation. Sur l'énergie, par exemple, t'as une ouverture des contrats de spéculation qui est colossale. Je l'ai lu il y a pas longtemps dans Bloomberg, mais c'est en hausse de 300% par rapport à 2015, un truc comme ça. T'as des gens qui jouent le corner. Et en fait, et d'ailleurs c'est normal, quand tu vois qu'aujourd'hui le prix du gaz en Angleterre il a pris 40% dans la journée, c'est pas une question d'offre ou de demande. Hein. C'est juste que vous avez des gens qui jouent avec des produits spéculatifs et qui font exploser. Et ça, vous en avez de plus en plus dans les matières premières. Et ça, voilà, c'est dangereux, d'accord? C'est très très dangereux. Et je pense d'ailleurs qu'il faut, à mon avis, faire attention parce que je pense que les régulateurs, ils vont finir par taper dans ces univers de marché. Et ça peut faire très très mal à certains acteurs d'être tapés, d'être obligés de se racheter ou ce genre de choses. Sortie des jeux sur ancienne génération de consoles, aujourd'hui, ça a un sens. Quelles sont les grosses licences jeux vidéo à venir en 2021-2022? Oui, ça fait sens. Ça fait sens parce que déjà le parc de nouvelles consoles, comme on l'a mis au tout début, c'est pas du tout le même. Hein. Là vous avez quasiment 100 millions de PS4 vendus, vous êtes à un peu plus de 10 millions de PS5, donc c'est quand même pas le même parc. Les jeux qui sont sortis sur anciennes consoles aussi, c'est des jeux où vous avez des potentiels de vente sur les nouvelles consoles après avec des updates graphiques, ce genre de choses. Donc il y en a qui sont payants, d'autres qui sont gratuits. Mais oui, ça fait sens de sortir des jeux sur anciennes consoles. Et surtout, il y a beaucoup d'éditeurs en fait. Vous savez pas très bien quand la console va sortir et tout, et donc vous préférez vous dire je vais sortir mon jeu sur l'ancienne console et je vais pas la sortir, je vais le sortir en parallèle sur la nouvelle et je vais jouer sur les deux tableaux. Parce que c'est sûr que si vous sortez un jeu exclu PS5 maintenant qui marche pas sur PS4 ou que vous pouvez pas, ça peut être compliqué. Alors après, maintenant il y a la rétrocompatibilité, ce genre de choses généralement, voilà. Quelles sont les grosses licences de jeux vidéo à venir en 2021-2022? Ça dépend de ce que tu appelles les grosses licences. Mais en très grosses licences, il y a toutes les licences de sport qui sortent chaque année, FIFA, 2K, ce genre de choses. Qui est un jeu de 2K, c'est un jeu de basket. Ça, c'est tous les ans où ça sort. Et c'est toujours intéressant de voir un peu les ventes, comment ça évolue. La part digitale, ça vous donne une bonne vision de la part digitale du marché et de l'évolution de cette part digitale. Après là t'as Far Cry qui va sortir et Ubisoft espère faire des bonnes ventes. T'as Halo, le dernier Halo qui va sortir là récemment, qui est vraiment un très très gros jeu attendu chez Microsoft. Enfin, t'as beaucoup de licences. Le catalogue et la profondeur et le nombre de licences en jeux vidéo est plus important qu'en cinéma. Tu peux pas dire comme en cinéma on attend 5 films sur l'année.
Il y a vraiment énormément de grosses licences chaque année. Il y a minimum une dizaine de grosses licences qui sortent chaque année dans le jeu vidéo. Donc c'est vraiment un secteur ultra concurrentiel. Concernant le métavers, je préfère parier sur des pure players blockchain, mais bon, c'est... voilà. Oui, bon, bah ça se discute sur le métaverse. Vous avez beaucoup de blockchain gaming qui sont sur le métaverse. Et voilà. Je dirais que l'avantage du métaverse de Google, de Facebook, c'est que vous êtes vraiment... vous rentrez dans le métaverse. C'est-à-dire qu'un métaverse de la plupart des acteurs de la blockchain, c'est ni plus ni moins qu'un jeu où tout est achetable, un peu comme Second Life, mais vous n'êtes pas vraiment dedans. L'univers métaverse de Facebook, ce qu'il a d'intéressant, c'est qu'avec avec Oculus, vous êtes intégré à l'univers. Et donc ça peut être intéressant et ça peut être quelque chose. Après, est-ce que l'univers métaverse, en n'étant pas intégré dedans, comme vous avez sur Roblox ou sur des trucs blockchain, je pense que c'est assez équivalent. La question après, c'est la manière de gérer cet écosystème. Comme je le dis souvent, on a déjà vu des écosystèmes comme Facebook, comme Roblox prendre de la puissance. Vous n'avez jamais vu un écosystème et un jeu blockchain prendre de la puissance. Et vous n'avez jamais vu comment l'écosystème blockchain gère tout ce qui est la légalité, les arnaques, toutes ces choses-là qui peuvent avoir lieu sur une plateforme et qu'il faut savoir gérer. Et quand vous êtes en décentralisé, ça peut être plus compliqué. D'accord ? Soit vous êtes dans le principe du laisser-faire, soit vous mettez des règles, et si vous mettez des règles, vous pouvez avoir des complexités à les appliquer. Mais il y a sûrement des gens qui y réussiront. Mais ça vous montre quand même qu'il y a une complexité, il y a un travail à faire. Concernant les métavers, ça c'est bon. Tu connais TPL dans le royalty pétrole au Texas, très beau succès de business d'exploitation au cours de ces dernières années. Je connais pas TPL. Je connais pas du tout TPL. Munger achète du Alibaba. Oui, ça fait un certain temps qu'il achète du Alibaba. Pour moi, le métavers, c'est un Instagram 3D. Je vois pas très bien ce que tu veux dire par là. Si tu dis un Instagram 3D dans lequel tu es pas en VR, ça existe déjà. Enfin, à ce moment-là, c'était Second Life. Second Life, c'était un métaverse 3D. La problématique du métaverse, c'est que pour que tu aies une capacité d'absorption, c'est-à-dire que pour que ton métaverse il fasse trou noir et qu'il absorbe Internet, il faut qu'il ait une taille colossale. Et ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué. Alors après, il y a ceux qui vous disent qu'il pourrait coexister des centaines de petits métaverses. J'ai du mal avec ce concept-là. Je trouve que le métaverse pousse plutôt vers quelqu'un, 2-3 acteurs qui vont manger Internet et incorporer dans leur plateforme Internet, plutôt que sur une multitude de petits acteurs qui vont être interconnectés. Mais je peux me tromper, hein. Oui, Munger, il en achète depuis un certain temps. Mais Munger, il est comme moi. Quand vous payez moins de 8 fois le cash flow d'une société qui fait 20% de croissance par an, enfin même quand elle donne du cash à l'État chinois ou ce genre de choses, au bout d'un moment, et toutes les choses ont un prix. Si je vous dis, vous achetez un appartement à Paris, vous le payez 80% de la valeur, mais la chose que vous devez faire, c'est donner tous les midis, tous les soirs, un plat à manger à la vieille en face, vous allez le faire. Hein. Vous allez dire, putain, vaut mieux filer un plat à manger à la vieille d'en face que payer la 100% de la valeur d'un appartement. Bon, bah là, c'est la même chose. C'est le même principe. Donc Alibaba, ça restera décoté par rapport aux US, mais la question, c'est la valorisation de la décote. C'est tout. Et Tencent, c'est la même chose. Quand vous achetez Tencent 2 fois moins cher que les concurrents, au bout d'un moment, c'est pas possible non plus pendant 10 ans, quoi. Ou alors, vous pensez que la Chine va détruire tellement de valeur que 70% de la market cap d'un truc comme Alibaba ou comme Tencent va disparaître et va être avalé soit par le Parti communiste chinois, soit par d'autres sociétés concurrentes en Chine. Ça me paraît quand même un peu compliqué. Après, la problématique avec le principe des soldes, c'est toujours la même chose. Vous savez, quand les soldes commandent, vous savez pas où est la démarque finale et vous savez pas quand ça remonte. Mais si vous n'êtes pas pressé, vous avez moyen de faire des super affaires quand les gens vendent n'importe comment. Moi, je le dirais toujours. Quand Facebook s'est introduit en bourse, je trouvais que c'était une super boîte avec une super croissance des utilisateurs. J'en ai acheté durant toute la baisse. Et j'avais des gens qui me disaient, ouais, Facebook, machin, truc, c'est de la connerie, machin.
Quand il y a eu Cambridge Analytica, j'ai acheté du Facebook en disant ouais, c'est peut-être des enculés, c'est peut-être tout ça, il marche peut-être pas bien et tout. Mais en attendant, quand vous voulez vous connecter à un site web, vous utilisez tous le bouton login de Facebook. Quand vous voulez discuter avec vos enfants, vous utilisez Messenger. Donc voilà. Donc après, la question c'est la manière dont ça se reflète. Des fois, vous achetez un truc en promotion et dans la journée, ça reprend ce que ça a perdu. Moi, je connais des gens, ils ont acheté du Quadient le jour de la publication où elle perdait 10%, ils ont fait 7% dans la journée. Bon, la vérité, c'est qu'ils achetaient un truc pas cher. Est-ce qu'ils savaient que ça allait remonter dans la journée? La plupart des investisseurs long terme, non. Mais ils savaient que c'était une incompréhension du marché. L'incompréhension du marché, vous la voyez souvent. Le problème, c'est que la plupart des acteurs ne savent pas en profiter parce qu'en fait, ils ne se donnent pas le temps d'en profiter. Et donc, si vous vous dites, je laisse un mois à une action pour combler son différentiel par rapport à sa valeur réelle ou ce genre de choses, c'est complexe. Parce que ça veut dire qu'après, vous allez passer à une autre action, ce genre de choses, et en fait, il n'y a pas de limite, quoi. Allez, j'emprunte 5000 euros pour acheter du Alibaba. Mon banquier fait des crédits à 0,5 pendant le Black Friday. Ouais, alors ça faut faire toujours attention parce que du coup, alors c'est pas cher comme emprunt, mais je dirais que c'est toujours la même chose. Quand vous empruntez des crédits, c'est toujours compliqué le temps. Après oui, alors en crédit in fine à 10 ans, c'est vrai que le risque reste plus limité. Il existe un risque que ça vous pète à la gueule, mais je vous dirais que sur 10 ou 15 000 euros en crédit in fine pour acheter des actions à Alibaba pendant la crise, c'est en vérité, si vous prenez un cycle de 10 ans, que vous avez un crédit in fine, que vous vous dites que vous allez acheter 10 boîtes qui se font casser la gueule à des moments pas vraiment compréhensibles et ce genre de choses, vous avez forte chance de gagner. Le problème, c'est que vous n'aurez pas de crédit in fine de la part de banquier à 10 ans, quoi. Donc vous pouvez pas en profiter. Malheureusement, c'est à peu près ça le souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah bah écoute, hein, Matt, si c'était si simple, on n'en parlerait pas, hein, et on fonctionnerait pas comme ça. Et ben n'hésitez pas à partager la chaîne pour qu'on soit de plus en plus nombreux. On était 26 ce soir en moyenne, donc voilà, ce serait bien qu'on revienne. Bon après j'ai changé l'heure et j'ai changé la date pour des questions personnelles, mais avant on était sur en moyenne 30, donc ça serait bien qu'on revienne à 30, et puis si on pouvait aller vers 40, puis après 100 et tout. Donc ça ne tient qu'à vous, c'est partager la chaîne, parler du contenu, que ça vous plaise. N'hésitez pas à m'envoyer des mails en me disant ce qui vous plairait aussi. Et puis je vous ferai une petite vidéo, un petit live sur le métaverse dans pas longtemps, je pense. Quand j'aurai un peu de temps, parce que là c'est vrai que je fais beaucoup de choses, que j'ai beaucoup de rendez-vous. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit, et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.